Alors, bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir plutôt parce qu'il est déjà 20h30 pour les gens qui habitent en métropole. Et je suis ravie de pouvoir recevoir Nathalie Massin. Bonsoir Nathalie. Je Bonsoir suis en décalage Virginie. horaire, moi je sais pas Oui, c'est pourquoi. ça. Je rêve. Toi, tu es aux États-Unis, tu es partie aux Voilà, États-Unis. c'est ça. Donc ce soir, on va parler du fertilité check-up. Donc tu vas pouvoir nous expliquer le concept, peut-être les ressources et les références que vous avez montées avec l'association Fertilité Check-up. On va parler aussi un peu de ton livre. Et donc si les gens ont des questions, eh bien voilà, il y a soit le chat, soit l'espace questions et réponses. On laisse Nathalie Massin présenter ce qu'elle a à nous proposer sur ce sujet-là. Et puis, si vous avez des questions, vous les écrivez et on y répondra soit pendant la présentation, soit à la fin de la présentation. Voilà. Ben, merci beaucoup Virginie pour cette introduction et puis donc bonsoir à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à poser peut-être les questions. Moi je ne sais pas si je vais les voir, mais Virginie, tu m'interromps s'il y a des questions au fur et à mesure, comme ça c'est plus sympa. Et Oui. effectivement, je pense que c'est une déformation très spécifique des docteurs. Ou quand on est Et- invité à faire une présentation, eh bien, notre réflexe, c'est de faire un diaporama. Donc, je vous ai fait un petit diaporama pour fixer un petit peu ce que je vous dis avec non seulement des mots, mais également des images. Donc, effectivement, ce soir, Virginie m'a proposé de parler du fertilité check-up. Et donc, en réalité, je vais faire un petit mot sur les bilans de fertilité. Donc moi, je suis Nathalie Massin, je me présente en deux mots. Je suis aujourd'hui coordinatrice du centre d'AMP de l'hôpital américain de Paris, mais je suis également la cofondatrice avec Virginie du collectif Info Fertilité. Donc Virginie, voilà, super, les 9 vignettes, tout savoir sur la fertilité. Et donc c'est un collectif qui est créé en coordination avec les associations de patients et puis la Société de médecine de la reproduction et les professionnels de santé. Alors, moi, c'est beaucoup ce qui m'a motivée dans la création du concept du fertilité check-up. Donc, ça fait 25 ans maintenant, ou même 30 ans, allez, que le cœur de mon métier, c'est d'aider les personnes qui n'y arrivent pas à faire un enfant. Et c'est vraiment des mots que j'ai entendus et réentendus. Et un jour, je me suis dit, mais bon sang, c'est quand même pas possible d'en être toujours là après plus de 20 ans. Et ça revient très souvent, mais pourquoi on m'a pas dit tout ça avant? Et je dirais encore pire, c'est pourquoi mon médecin a refusé de faire des examens plus tôt. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont sensibilisées, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie d'être proactives, et puis finalement, eh bien, c'est extrêmement fréquent. Les professionnels disent non, c'est trop tôt, essaye et on verra bien. Je pense que vous êtes tous un peu d'accord avec ça. On peut entendre Virginie, je te vois hocher de la tête, ça c'est vraiment quelque chose. Je fais le petit chien tu sais, sur les Ouais, plages ça, arrière. ouais. Et donc, la première question, pour moi, elle est quand même, est-ce qu'on peut prédire la fertilité? Et c'est vraiment une question centrale, parce que du coup, en découlent les bilans de fertilité. Et là, je crois qu'il faut vraiment être clair, parce qu'en réalité, non. On ne peut pas du tout prédire la fertilité, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dire si un tel, une telle, eh bien, peut avoir un bébé un jour ou pas, parce que d'abord, c'est un projet à deux, ou tout seul avec un donneur ou une donneuse. Donc non, de principe, on ne peut pas le déterminer. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aussi aller chercher plus loin. Et en réalité, aujourd'hui, on a quand même les moyens de pouvoir rechercher la présence de risques d'infertilité, c'est-à-dire de difficultés potentielles à concevoir. Et du coup, ça peut potentiellement des alertes pour consulter plus rapidement, faire des examens plus rapidement ou ne pas trop retarder son projet de conception. Et donc, ça, c'est assez ancien parce que le petit questionnaire que je vous montre là, qui est en anglais, donc désolé pour ceux qui ne sont pas anglophones, pardon, c'est Do you know about your fertility? Ça veut dire est-ce que vous connaissez votre fertilité? C'est un petit questionnaire, vous voyez, en une quinzaine de questions. C'est des questions qui sont assez simples, qui va permettre de déterminer plus ou moins vos chances de conception naturelle. Et en fonction eh bien, de vos réponses, eh bien, vous allez avoir un score.
Et donc, si vous avez par exemple un ou deux facteurs, ben, on va considérer que vous êtes tout à fait dans des bonnes chances de concevoir, donc aucune inquiétude. Et puis, au fur et à mesure des facteurs qui vont s'associer, eh bien, vous allez avoir un statut jaune, orange et puis rouge. Rouge étant le statut où effectivement, eh bien, ça peut être plus difficile pour concevoir. Et donc là, il faut vraiment être proactif. Et donc cette publication, elle a été évaluée en vie réelle, c'est-à-dire des femmes l'ont fait, puis on a regardé si elles obtenaient une grossesse en fonction des couleurs. Et donc là, je vous mets le lien. Donc vous pouvez le faire. Alors bien sûr, il faut parler anglais. Il n'existe pas en français. Je crois qu'il existe en anglais et en portugais. Donc sur le site fertistat.com. Et en fonction donc de votre orange, jaune ou rouge, eh bien vous avez ici sur le petit graphique les chances de grossesse au bout d'un certain temps. Donc vous voyez, quand on est jaune ou orange, c'est-à-dire qu'on a peu de facteurs de risque d'infertilité, ben, en gros, si vous attendez un an, vous avez 60% de chances de conception. Bon, déjà, ça calme un peu parce que c'est vrai que souvent, en tant que personne, on a l'impression que bah, si on attend un an, on aura 100% de chances de conception. Malheureusement, non, c'est pas le cas. Mais par contre, quand il y a une augmentation des facteurs de risque, eh bien, on voit que ça plateforme très vite, c'est-à-dire soit la grossesse est obtenue très rapidement, soit, eh bien, malgré le temps, il n'y aura pas tellement plus de chances de grossesse, et c'est là où il faut aller consulter et prendre des traitements. Donc non, on ne peut pas prédire si une personne va pouvoir avoir un enfant un jour dans sa vie ou pas, mais on peut déterminer si elle va avoir plus ou moins des difficultés pour concevoir. Et ce qui est central dans ces évaluations, ben, c'est l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a eu des antécédents médicaux, des infections, une grossesse extra-utérine, un cancer traité, etc. Et essentiellement également l'âge de l'homme, mais surtout l'âge de la femme. Et donc, il y a comme ça plusieurs scores qui fleurissent un petit peu sur Internet, comme le Fertiscore, par exemple, qui a été promu par le professeur Greenberg, où bah, on peut déterminer. Alors, le Fertiscore, c'est énorme, je crois qu'ils ont 120 questions. C'est pas du tout la simplicité du score Fertistat, mais bon, il a l'avantage d'être en plusieurs langues. Donc, du coup, un bilan de fertilité, ben, c'est pour qui et c'est pourquoi? Alors, je voudrais déjà un petit peu tordre le cou à l'AMH parce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup circuler l'AMH comme un test de fertilité. Et vraiment, l'AMH n'est pas un test de fertilité. Ça n'est pas un test de fertilité. Moi, j'ai vu plein de femmes avec une AMH nulle qui avaient des enfants sans problème, et j'ai vu plein de femmes avec une AMH élevée qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, ce n'est pas du tout un pronostic pour les chances de conception. Il ne prédit pas du tout les chances de grossesse. Il faut bien avoir ça en tête. Par contre, c'est quand même un test qui est intéressant pour les professionnels de la reproduction parce que ça va nous dire, eh bien, ça va nous donner une idée de combien on peut obtenir d'ovocytes pour telle femme avec la stimulation hormonale. Et ça a un gros intérêt pour savoir ben, si on fait une autoconservation des ovocytes, est-ce que ça vaut la peine de faire une autoconservation des ovocytes on va le voir juste après, mais bon, il faut un certain nombre quand même pour garantir, on ne garantit jamais, mais en tout cas pour donner de bonnes chances qu'il y ait au moins une conception, et pour également les chances de conception avec une fécondation in vitro ou une ICSI, ben, euh, si on connaît à peu près le nombre d'ovocytes qu'on va obtenir, eh bien, on a aussi une idée, est-ce qu'on va avoir de bonnes chances ou pas de conception. Puis surtout, on va pouvoir adapter la dose de traitement pour pas donner trop fort si c'est inutile et pour donner suffisamment fort si c'est un peu faible. Et donc, en fait, un bilan de fertilité, c'est un bilan qui doit être assez standardisé. Donc, il va comprendre l'analyse de la réserve ovarienne. Donc, excusez-moi, je ne vous ai pas dit l'AMH, parce que l'AMH, c'est comme si tout le monde connaissait ça. L'AMH, c'est une prise de sang, c'est une mesure d'une hormone qui s'appelle hormone antimullérienne. Et cette hormone, en fait, elle est fortement corrélée, c'est-à-dire très associée au nombre d'ovocytes qui sont présents dans l'ovaire au moment du cycle. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un test de réserve ovarienne. Et cette réserve ovarienne, eh bien, on peut la regarder soit avec ce taux d'AMH, soit à l'échographie. Et donc, un bilan de fertilité, c'est un examen qui va permettre de vérifier finalement un peu toutes les causes possibles d'infertilité. Donc, c'est un examen qui doit être assez standardisé et qui va évaluer ce pronostic de chance de grossesse naturelle ou avec une AMP. Et donc, bah, dedans, il y a toujours un interrogatoire, c'est vraiment essentiel. Et puis après, il va y avoir des examens pour rechercher un obstacle à la fertilité naturelle.
Donc, par exemple, un trouble de l'ovulation, des trombes obstruées ou absentes, un problème de l'utérus, une endométriose. Et il ne faut pas oublier également le conjoint, donc c'est-à-dire une analyse de sperme. Et ce bilan-là, il doit être systématiquement suivi de conseils pour favoriser une fertilité naturelle qui va être adaptée à l'âge et à la situation de la personne, et éventuellement, quand c'est nécessaire, proposer des traitements avec ou sans AMP. Et donc, les recommandations des professionnels pour faire ce bilan de fertilité, c'est après un an d'essai bébé, avec une mention pour les femmes qui ont plus de 35 ans. Aujourd'hui, c'est recommandé, les professionnels recommandent de faire ce test après 6 mois, donc de ne pas attendre trop longtemps. Parce que si jamais il y a besoin de passer à l'action avec des traitements ou une AMP, eh bien, qu'on reste sur un pronostic qui est meilleur, parce qu'on sait que la fertilité, malheureusement, eh bien, elle baisse de manière plus importante après 35 ans. Mais il ne faut pas attendre 6 mois ou un an. Si on a des troubles du cycle, des cycles qui sont irréguliers ou absents, il faut consulter tout de suite. Et de la même façon, si on a eu des problèmes de santé ou que son conjoint a eu des problèmes de santé, eh bien, il faut consulter tout de suite, il faut faire un bilan tout de suite. Et donc, moi, je dirais que pour les professionnels, quand même, globalement, c'est resté beaucoup autour d'un bilan d'infertilité, c'est-à-dire d'aller faire cette proposition-là seulement si ben, il y a, entre guillemets, une raison de s'inquiéter. Et c'est quelque chose contre lequel moi je lutte un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas, pour les personnes qui aujourd'hui s'interrogent sur leur projet de vie et qui veulent planifier un petit peu, et ça tout en s'assurant des meilleures chances d'avoir un enfant, qu'on puisse pas leur proposer également de faire ce test-là. Et donc, à mon sens, ce bilan ne devrait pas être un bilan d'infertilité, mais une proposition d'évaluation de la fertilité naturelle pour toute femme qui est en âge d'avoir un bébé, qui va avoir un projet de bébé d'ailleurs plus ou moins rapide. Hein. C'est pas pour soin d'être programmé rapidement, c'est parce qu'on fait un test de fertilité tout de suite qu'on veut forcément faire son bébé tout de suite. Et puis, bien sûr, quel que soit son statut marital ou sexuel, pourquoi? Bah, parce que pendant longtemps, en fait, si vous essayez pas avec votre conjoint, avec des rapports, bah, vous ne pouviez même pas savoir où vous en étiez, quoi. Et Et donc, juste, tu sais, oui, Nathalie, il y a eu la proposition qui a été faite justement de proposer des bilans en population générale, des bilans oui, des bilans de fertilité ou du moins un temps médical où les jeunes femmes et les jeunes hommes de 25 ans peuvent aller voir un médecin et juste interroger ces paramètres-là et pouvoir avoir un échange et une discussion avec un professionnel. ouais, ben Est-ce- ça c'est génial. J'espère que ça va rentrer effectivement dans le cadre de ce bilan, les bilans aux 3 âges de la santé, parce que à mon sens, pour l'instant, c'est pas encore validé ce qu'il y a exactement dans ces bilans. Mais Mm. c'est vrai que enfin, le bilan à 20-25 ans, il est tout à fait indiqué. Même si c'est probablement un petit peu tôt aujourd'hui pour les personnes dans leur projet de vie. Bon, moi je trouve qu'il est jamais trop tôt pour faire de la prévention. Mais oui, c'est ça. Moi, je le vois plutôt comme ça, comme une prévention et comme un temps d'information. Et notamment pour les jeunes hommes, parce que finalement, les jeunes femmes, elles ont rapidement dans leur vie, elles rencontrent un gynécologue avec lequel bah, il y a déjà une discussion qui peut avoir lieu sur l'aspect génital du corps féminin. Mais les jeunes hommes, bah, il n'y a plus le service militaire où on pouvait étudier, enfin, il y avait un minimum de bilans médicaux, il n'y a plus rien. Et finalement, voilà, il se passe rien dans leur vie, aucune information sur leur situation, sur leur capacité reproductive ou faire un bilan. Donc, cette proposition-là, je pense que ça serait intéressant. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est très juste ce que tu dis, effectivement, c'est que c'est pas seulement l'information auprès des jeunes femmes, mais c'est effectivement également auprès des jeunes hommes et qu'on on a l'avantage qu'aujourd'hui, les jeunes femmes sont quand même informées par leur mère et par leur médecin que consulter un gynécologue, ça doit être fait tous les ans, quoi. Et donc, l'idée de proposer un bilan fertilité, en tout cas un examen vraiment spécialisé autour de ça, c'est de pouvoir optimiser le temps d'essai de conception sans attendre des essais infructueux, surtout quand on n'est pas dans des conditions qui sont plus favorables.
de savoir planifier son projet parental dans sa vie, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on parle beaucoup de la carrière des femmes, mais c'est pas que la carrière, c'est aussi ben, quand on trouve la personne avec qui on veut faire un enfant, et donc aussi se poser la possibilité de faire une autoconservation des ovocytes si on n'est pas dans les conditions pour pouvoir faire son projet de bébé dans un temps raisonnable du point de vue de la physiologie et de la reproduction. Et souvent, c'est une question qui revient très souvent, c'est celle, est-ce que je peux attendre ou pas? Parce que on sait qu'on a envie d'un enfant, mais on a envie de vivre aussi autre chose dans son couple avant de lancer le projet. Et cette question, elle revient beaucoup parce que les personnes ne sont pas prêtes à attendre si c'est prendre le risque de ne pas avoir d'enfant. Voilà, et donc c'est vraiment l'idée d'un dépistage et de la prévention. Parce que on va aussi protéger sa fertilité future, par exemple, en arrêtant de fumer tôt. Enfin, encore mieux, c'est de ne pas se mettre à fumer et de garder un poids normal, par exemple. Et vraiment tout ce qui va autour de ce que les femmes souhaitent et les hommes, et on voit plus de femmes, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et puis de planifier sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement le check-up? Donc, c'est un bilan qu'on a développé au sein d'une association qu'on a appelée l'association Fertilité Check-up. Donc, il y a un réseau en France et en Belgique, avec un bilan de fertilité féminine tout en un. Et il y a la partie masculine qui est également en cours de développement. Donc, le principe, il est très simple. C'est un examen en 3 temps. Donc, d'abord un questionnaire, un peu de santé générale, gynécologique et andrologique pour les hommes. Et après, il y a un examen. Pour les femmes, c'est une échographie vaginale tout en un. Et pour les hommes, c'est un examen du sperme. Et puis après, il y a ce temps qui me paraît essentiel. C'est celui où il y a un entretien en fonction du souhait de la personne qu'on va pouvoir orienter et faire des conseils personnalisés. Et également, évidemment, en fonction du résultat de l'analyse. Et donc pour la fertilité féminine, je vais le faire très rapidement, mais en fait, pour la fertilité en général, pardon, il y a 3 éléments qui sont très importants. C'est est-ce qu'il y a une ovulation? Est-ce que le sperme est bon? Et est-ce que les voies génitales de la femme, elles sont bien pour que les spermatozoïdes et les ovocytes se rencontrent? Et donc, dans ce test-là, on a rajouté un test sur les trompes qui s'appelle IFOSI. Alors, pour les trompes, il y a 2 tests. L'hystérosalpingographie, qui est un test avec, en radio qui est assez douloureux, qui est un peu ancien, et en plus, on se prend des rayons X. Ou il y a l'échographie qui peut être fait dans le même temps que l'échographie, où on va regarder la réserve, on va vérifier l'utérus. C'est une petite mousse qu'on infuse dans l'utérus et qui va permettre de voir si les trompes sont perméables ou pas. Et c'est important parce que les problèmes de fertilité tubaire, ça concerne quand même 15 à 20% des femmes. Et donc, vous voyez, la femme est en position gynécologique avec la sonde dans le vagin. Et donc, on va déjà checker l'utérus, les ovaires, et puis après, on va infuser une petite mousse comme ça qui va défiler dans les trompes et qu'on va très très bien voir à l'échographie. C'est un examen qui a un inconfort qui est modéré et qui dure donc 30 minutes au total, mais la partie examen des trompes, c'est juste 5 minutes. Et comme ça, on va pouvoir suivre les trompes et voir si eh bien, elles sont bien présentes et bien perméables pour laisser passer les spermatozoïdes. Et du coup, l'échographie, ça va être un seul temps pour les femmes qui va permettre de vérifier globalement un peu tout. C'est un check-up complet de la fertilité de la femme. On va analyser les ovaires, donc on va regarder la réserve, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On n'a pas besoin de faire le taux d'AMH. On va vérifier que le col est bon, que l'utérus, il n'y a pas de fibrome ou de malformation. On va tester les trompes et puis on recherche aussi en même temps de l'endométriose, car vous savez tous que l'endométriose est un facteur d'infertilité, même si on peut avoir de l'endométriose et pas de difficulté à concevoir, et, et inversement. Voilà, donc c'est un examen qui est très rapide, en 30 minutes. Et autre intérêt de cet examen, c'est qu'on le fait vers le 8e jour du cycle, c'est-à-dire, pas pendant les règles, parce que les règles, c'est douloureux, c'est désagréable. C'est pas non plus très agréable pour le praticien, mais en règle générale, nous, on a l'habitude, on s'en fiche un peu, mais c'est plutôt voilà, gênant pour les femmes. Et puis aussi, faire un examen tout en un, ça permet de faire un seul, donc on gagne du temps. Et l'autre chose, c'est comme on le fait vers le 8e jour du cycle, on a un petit peu plus de temps pour s'organiser quand même que quand c'est au 3e jour du cycle, où il faut faire une place très très vite dans son agenda. Oui, et puis on Et reste avec son gynécologue, avec le gynécologue oui, qu'on a choisi, avec voilà. qui on se sent à l'aise et on se sent bien.
Voilà, donc ça c'est vrai que c'est plus sympa, ça évite d'aller voir un confrère, quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, en partie en cabinet de radiologie. Alors il y a des médecins qui font les hystérosalpingographies, il y a des gynécologues qui font les hystérosalpingographies, donc dans ces cas-là, bah, ça se passe quand même mieux, mais souvent les hystérosalpingographies, ça se fait dans un cabinet de radio, c'est froid, c'est impersonnel, voilà. Et donc, la troisième partie du check-up est pour moi, je pense, la plus importante parce que c'est celle qui va expliquer ben, finalement pourquoi ça ne marche pas à tous les cycles, quelles sont les chances réelles, pourquoi il faut attendre, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de l'âge. Bah, pourquoi? Parce que eh bien, la qualité des ovocytes, elle va diminuer avec l'âge, c'est-à-dire que l'ovocyte, c'est la cellule reproductrice de la femme, eh bien, la femme naît avec déjà ses cellules reproductrices, et ces cellules, en fait, elles ne se renouvellent pas. Et donc, c'est pour ça qu'elles diminuent avec le temps, d'une part, et d'autre part aussi, c'est qu'elles vieillissent, c'est-à-dire que bah, la qualité cellulaire, elle va diminuer avec les expositions ben, aux toxiques, à l'environnement, et puis juste au vieillissement cellulaire. Ce qui fait que ben, les ovocytes avec une génétique normale, ça va diminuer de manière importante avec l'âge. Donc, par exemple, vous voyez ici sur le petit graphique, vous voyez que avant 30 ans, on a 3 ovocytes sur 10 qui sont pas normaux. Et après 42 ans, ben, vous voyez, on a 85% des ovocytes qui sont pas normaux et 15% des ovocytes qui sont normaux. Ça veut dire que tous les mois, quand on prend un ovocyte, si on a un petit sac de billes, eh bien, on a moins de chances de tomber sur un ovocyte qui est normal. Et du coup, c'est ça qui explique qu'avec l'âge, donc vous avez ici l'âge et là les taux de naissance pour un essai sur un cycle, eh bien, on voit que ces taux de grossesse diminuent avec l'âge. Et moi, je préfère parler en temps nécessaire pour faire un bébé parce que je trouve que c'est plus concret. Par exemple, plutôt que de vous dire c'est 25% à chaque cycle quand on a 25 ans, je préfère dire que bah, en moyenne, on met 4 mois et je trouve que c'est plus compréhensible. Et donc, vous voyez, avant 35 ans, eh bien, globalement, on met à peu près 8 mois ou moins en moyenne pour obtenir son bébé. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter à un an. Par contre, ben, passé 40 ans, vous voyez, c'est une chance sur 15. Donc 15 mois en moyenne pour faire son bébé. Donc en réalité, c'est normal que ça prenne plus de temps à cet âge-là. Mais plus de temps, c'est aussi ben, de la perte de chance. Voilà, donc on a différents petits graphiques à montrer pour expliquer ben, comment ça se passe, l'évolution, comment on se situe aujourd'hui et comment on se situera par exemple plus tard. Et donc là, je vous montre, c'est le nombre total de follicules qu'on voit à l'échographie, ici, en fonction de l'âge. Et donc, bah, si j'ai une jeune femme de 30 ans qui vient me voir, qui a 20 ovocytes, je lui dis, bah, voyez, vous situez très très bien, vous situez dans la médiane des femmes. Et elle me dit, ben, moi, j'aimerais bien faire mon bébé voilà, dans 4-5 ans. Et je regarde, bah, voyez, votre nombre moyen d'ovocytes, il n'aura pas trop baissé, c'est pas un souci. Si jamais vous n'arrivez pas et qu'il faut faire une AMP, eh bien, il vous restera suffisamment d'ovocytes. Et donc, vous voyez que la situation n'est pas tout à fait pareille quand le taux est un peu plus bas. Mais il faut aussi voir que quand le taux est plus bas, eh bien, c'est aussi un taux qui bouge moins. C'est pas parce que vous avez un taux bas que vous allez arriver plus vite à la ménopause. C'est juste que chaque mois, vous en dépensez moins et donc, ben, c'est moins facile de les mobiliser, mais quoi qu'il en soit, si vous ovulez, vous en faites quand même un et vous faites la même chose qu'une femme qui en aurait 20 dans ses ovaires. Voilà, c'est l'occasion de parler des toxiques, en particulier du tabac. Donc, on fait de la prévention, des perturbateurs endocriniens. Et puis également, bah, quand est-ce que c'est la meilleure période pour faire un bébé dans le cycle? Parce que bah, les applications, elles se sont quand même bien améliorées, mais il y a encore quelques temps, elles n'étaient pas du tout adaptées parce que, en fait, la période de meilleure fertilité, c'est 48 heures avant l'ovulation. Donc, les tests d'ovulation, c'est très bien. Mais il faut avoir les rapports avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut les adapter. Voilà. Et autre chose d'important, parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut avoir de plus en plus conscience aujourd'hui dans la prévention, c'est qu'on a la chance incroyable en France d'être le seul pays au monde qui prend en charge l'autoconservation des ovocytes. Et donc ça permet, je dirais, c'est pas une garantie, et ça n'empêche pas
que si on veut se donner les meilleures chances dans sa vie d'avoir un enfant, de se dire que commencer le plus tôt, c'est le mieux. Mais ça permet quand même de repousser un petit peu l'âge pronostic, pardon, l'âge pour faire un bébé si on n'est pas dans les bonnes conditions pour le faire, tout en sachant que voilà, c'est pas une garantie pour autant. Donc en France, on a beaucoup de chance que c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais par contre, on est un peu plombé parce que notre système n'est pas bien organisé et ça reste aujourd'hui très difficile pour les femmes qui le souhaitent de conserver leurs ovocytes. C'est autorisé en France à partir de 29 ans et avant 37 ans. Et donc, bah, en fonction de votre âge, il y a un nombre d'ovocytes qui est bien à congeler. Donc, globalement, avant 35 ans, 10 à 15, c'est très bien. Mais si jamais vous voulez aller au-delà parce que ben, vous avez passé le coche, vous n'avez pas pu avoir la chance de le faire, vous voyez que à 37 ans, c'est plutôt 20 ovocytes qu'il faut et à 42 ans, c'est 60 ovocytes. Et là, ça devient un peu mission impossible d'avoir 60 ovocytes à 42 ans. Et ça, c'est pour vous donner 75% de chance d'avoir un enfant. Donc c'est pour bien remettre les choses en parallèle. Et donc ce check-up, ben, on a fait un petit questionnaire pour savoir bah, si ça convenait aux patientes, si ça leur plaisait. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a quand même 84% des femmes qui ont mis en pratique les conseils qu'elles ont reçus. Donc ça, c'est super, hein. Avec, donc vous voyez, 30% de celles qui voulaient avoir un bébé bah, qui avaient conçu dans les 6 à 12 mois. Et puis, parmi celles qui ne voulaient pas un bébé tout de suite, eh bien, il y en a une sur deux qui a changé son projet de vie. Donc, soit elle a fait l'autoconservation des ovocytes, soit elle mis plus tôt, justement pour se donner les meilleures chances de faire un bébé. Et 98% des femmes qui ont fait le test le recommandent à des copines. Voilà. Donc, bah, ça permet de faire un dépistage d'un certain nombre d'anomalies qu'on ne peut par exemple pas voir avec l'AMH. Ça permet de donner une explication claire sur ce que c'est la réserve ovarienne et à quoi ça sert, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Bah oui, c'est ça. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. D'expliquer, Ouais, enfin, ce que tu expliques bien, c'est que même quand on vieillit, finalement, voilà, on en a moins, mais il y en a toujours. Donc, c'est pas le coup exactement. près, comme avant, ce qui était Oui, expliqué avant. comme on essaye de nous faire croire en disant que ça chute, hein, c'est terrible parce que moi je vois des jeunes femmes de 35 ans qui arrivent et qui sont paniquées en se disant on m'a dit que ça chutait, que j'aurais plus de chance d'avoir un bébé, donc là je ouf. Et puis parfois bah, des jeunes femmes de 42 ans qui me disent qu'elles feront leur bébé dans 2 3 ans. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du travail à faire sur la façon dont dont on transmet les informations. Voilà, ça permet aussi d'anticiper quand on voit qu'il y a une anomalie ou quelque chose qui ne va pas, ben, d'anticiper et de consulter dès le projet bébé plutôt que d'attendre ces fameux 6 mois ou un an d'essai potentiellement inutile. Voilà. Et donc vraiment, faut axer ça autour de donner le maximum d'informations parce que c'est ça qui donne le pouvoir finalement aux femmes de décider ce qu'elles veulent pour faire de la prévention et puis aussi de l'éducation. Donc l'éducation pour ces femmes directement, mais aussi ben, pour leurs enfants, pour leurs nièces, etc. Tout ça, les gens qui sont autour. Voilà. Et donc il y a à l'international, l'étude qu'on a faite là sur le questionnaire a été faite sur un plus grand nombre de femmes. Et le retour, c'était que globalement, en fait, les femmes font des tests de fertilité pour savoir combien de temps elles peuvent attendre en sécurité pour faire un bébé. La très grande majorité des personnes sont satisfaites par le fait de recevoir ces informations, même si elles ne sont pas toujours très glamour, évidemment. Les personnes qui sont insatisfaites, en réalité, ce qu'elles voudraient, c'est des informations plus précises, qu'on leur dise plus précisément, voilà, ben, il faut absolument faire votre bébé avant telle date, vous avez tant de mois, voilà. Et ça, en fait, vous avez bien compris que c'est impossible à dire, puisqu'on ne peut pas prédire. On peut, voilà, on a des stats, mais à l'échelle individuelle, ben, les statistiques, ça ne veut pas dire grand-chose. Et globalement, quand même, dans l'ensemble, c'est-à-dire quand on tient compte de bah, l'inquiétude qu'on peut créer, par exemple, si on dit à une femme bah, de 30 ans qu'elle a une réserve qui est basse, bah, ça crée forcément un peu d'inquiétude, même si on lui explique que si elle n'a pas besoin de PMA, on s'en fiche, elle pourra faire ses bébés normalement. Bah, tout ça, voilà, si on tient compte des avantages et des inconvénients, quand même, les personnes ressentent un bénéfice à avoir ces informations.
Voilà, et donc juste un mot sur le livre que j'ai coécrit avec Annelise Pernotte, qui est thérapeute, qui s'appelle Être mère si je veux, quand je veux. Donc il y a deux parties dans ce livre, avec beaucoup de témoignages qu'on a rapportés. Et donc il y a une partie qui est plutôt sur s'interroger sur le désir d'enfant. C'est vraiment une question aujourd'hui. Est-ce que je suis égoïste de vouloir un enfant? Et voilà, ou alors on est égoïste d'en faire, ou de pas en faire, ça dépend. De toute façon, on est tout le temps égoïste, hein. Il y a toujours un Euh, problème avec les femmes, c'est bizarre. ouais, c'est ça, c'est un peu énervant, mais ça, on dit jamais aux hommes hein, qui sont égoïstes. Non, c'est bizarre. Ouais. Ouais, j'espère qu'il y a des messieurs quand même aujourd'hui qui s'intéressent. Alors, mais non, il n'y en a pas. Et justement, c'était une question que je voulais te poser. Est-ce que dans les consultations que vous avez faites, donc vous aviez commencé faire les consultations qui sont faites sur le fertilité check-up, est-ce qu'il y a des hommes qui viennent tout seuls ou est-ce qu'il y a des hommes qui viennent avec leur conjointe? Alors, bah, c'est une excellente question parce qu'effectivement, en fait, on a vu arriver de plus en plus d'hommes, alors D'accord, qui venaient avec leur conjointe, et des femmes seules qui sont venues, mais qui nous ont dit c'est pas cool, pourquoi vous faites pas ce test pour les hommes également, en fait, en réalité. d'accord. Et c'est pour ça qu'on a décidé de développer la partie homme, mais bon, voilà, toutes les choses ne s'en font pas forcément hyper facilement. Et c'est pareil, en fait, quand on fait l'analyse du spermogramme, c'est comme pour la femme, c'est-à-dire on va voir si, a priori, il y a un obstacle, hein, mais c'est pas parce que le sperme va nous paraître normal que pour autant ça veut dire qu'il va être fécond. Donc c'est un peu les mêmes problématiques. Mais tout comme la femme, bah, l'homme, il y a beaucoup de choses à faire pour préserver la qualité de son sperme, donc bah, comme éviter les toxiques, le tabac, enfin, voilà, et puis faire un bébé pas trop tard. Et les hommes aussi ont le droit de conserver leurs spermatozoïdes. Parce qu'on a parlé de la conservation des ovocytes, mais les hommes aussi ont le droit de conserver leurs spermatozoïdes. Donc il y a cette première partie du livre qui est plutôt sur bah, s'interroger sur le désir d'avoir un enfant. Et puis la deuxième partie qui est très pratique sur justement ben, ce que je vous ai fait là en gros accéléré, comment la réserve ça marche, comment l'ovulation ça marche, comment savoir le meilleur moment pour obtenir une grossesse, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas enceinte, quand est-ce qu'on consulte, qui on consulte, et puis si jamais on n'a plus de solution, comment ça se passe avec le don, et puis un petit mot sur comment on fait pour être donneuse d'ovocytes. C'est essentiellement axé sur les femmes, le bouquin. Et alors, est-ce que vous avez des retours, parce que je sais, vous avez communiqué sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des retours, et quels sont ces retours sur Alors, donc on a des retours excellents et on a eu quelques retours un peu de personnes un peu déçues. Donc des femmes un peu déçues, c'est les femmes qui sont un peu plus âgées en fait, Ouais. pour lesquelles malheureusement c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de solutions. Et donc bah, ces femmes espèrent souvent avoir un peu une recette magique qu'on n'a pas. Je crois qu'il faut être honnête, c'est-à-dire qu'on peut toujours, à tous les âges, on peut optimiser les chances de conception, mais arrivé à un certain âge, il faut faire face à la réalité qui est celle de la qualité des ovocytes et des chances de conception qui sont plus faibles. Donc oui, la seule solution qu'on va proposer, c'est un don d'ovocytes s'il n'y a pas eu d'autoconservation des ovocytes. Donc là, on a toute une génération de Mm. femmes qui, malheureusement, arrivent dans des âges où elles auraient pu bénéficier de leur propre autoconservation et qu'elles n'ont pas fait. Donc je pense que l'ouverture là de l'autoconservation des ovocytes, en fait, hein, pour les femmes qui auront pu le faire, ça va avoir un intérêt seulement dans 5 6 ans, en fait. C'est-à-dire quand elles ont congelé à Mm. 35 ans, qu'elles veulent l'utiliser à 45, 46, voilà, 45 en France, on ne peut pas utiliser après 45 en France. Enfin, avant 45 d'ailleurs, même 45 c'est trop tard. Alors, il y a Voilà. une question sur l'arrêt de la pilule. Et peut-être que tu peux dire quelques mots là-dessus, sur la pilule et comment ça fonctionne. Donc, est-ce Mm. que, au bout de combien de temps, après l'arrêt de la pilule, faut-il faire un bilan de fertilité? Je ne sais pas si c'est on arrête la pilule, faire un bilan. Je ne sais pas si ça va ensemble, en fait. Ouais. Bah, comment ça marche la pilule? En fait, le principe de la pilule, c'est de donner les hormones qui sont normalement produites par les ovaires, donc des oestrogènes et de la progestérone. Et le fait d'apporter ces hormones au corps, eh bien, en fait, ça va bloquer
ici, la glande hypophyse, qui est le chef d'orchestre de toutes les hormones, et que c'est elle qui stimule les ovaires. Et donc, si vous avez déjà dans le sang les hormones, l'hypophyse, elle se dit, ouh là là, les hormones sont là, je bosse pas, et donc elle ne fait pas bosser les ovaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pilule antigonadotrope. Donc ça bloque le fonctionnement des ovaires, il y a pas d'ovulation. Et donc, en fait, en réalité, dès l'arrêt de la pilule, on peut lancer les essais bébés. Alors, il y a des trucs de grand-mère qui traînent en disant qu'il faut attendre 3 mois parce qu'il y a plus de risques de fausse couche. Mhm. C'est archi faux, on s'en fiche, hein. On peut tomber enceinte tout de suite après l'arrêt de la pilule. D'accord. Par rapport au bilan, eh bien, je dirais deux choses. La première chose, c'est soit vous êtes dans une situation où il y a des antécédents, etc., tout ça, vous voulez faire votre bilan, bah, ne tardez pas pour faire le bilan. Soit vous êtes dans les... Ben voilà, vous pouvez vous laisser le temps aussi d'essayer. Par contre, il y a un truc avec la contraception orale qui est très important à retenir, c'est que ça baisse le taux d'AMH, ça baisse la réserve. C'est-à-dire que si vous faites votre bilan trop tôt après l'arrêt de la pilule, eh Mhm. bien, vous allez avoir une AMH qui va être faussement basse ou un compte des follicules à l'échographie qui va être faussement bas. Donc, ça n'empêche pas vos ovaires de travailler et de pouvoir obtenir une grossesse, mais l'évaluation de la réserve ovarienne, elle va être faussée. Et donc, globalement, il faut attendre au moins 3 mois, mais pour certaines femmes, c'est seulement à 6 mois qu'on va voir cette réserve qui va avoir récupéré. Donc, c'est pas que ça fait partir la réserve, c'est juste que, en fait, par le principe de stimulation en haut, eh Mhm. bien, ça diminue l'évaluation, en fait. Voilà, je sais pas si je suis... C'est clair, Virginie, Oui, t'as... oui, oui, c'est clair, c'est clair. Mais justement, des fois, il y a des questions aussi sur des femmes qui s'inquiètent parce qu'elles ont pris pendant 15 ans ou 20 ans la pilule. Est-ce que ce temps de prise de pilule a un impact sur ce que tu viens d'expliquer? Ou est-ce que, bah non, une fois que tu arrêtes, il faut 3 à 6 mois pour que le Alors, corps revienne à un fonctionnement oui, alors je autonome? pense qu'on s'arrête sur 3 ou 6 mois. On n'a pas d'études qui montreraient qu'il y a une différence avec le Ouais, temps de blocage. Par contre, hein, c'est vrai qu'on a pu entendre dire que la pilule, ça rend stérile, etc., tout ça. oui, Alors, je voudrais dire deux choses à ce sujet. La première chose, c'est que, eh bien, au contraire, il y a des nouvelles études qui ont tendance à montrer que les femmes qui ont été très longtemps sous pilule, eh bien, elles ont peut-être un peu plus protégé leur réserve ovarienne que les autres. Donc ça, c'est d'accord. des nouvelles données, donc c'est plutôt intéressant. Donc ça serait plutôt l'inverse pour le coup. Et par contre, la deuxième chose, c'est que le fait de prendre la pilule, ça va générer des règles, alors ou pas d'ailleurs, parce que maintenant il y a des pilules sans règles. Et donc, ça peut donner l'impression que le cycle continue à fonctionner, alors que pour une autre raison, une maladie sous-jacente qu'on ne verrait pas, eh bien, ça s'est arrêté de fonctionner naturellement. Et du coup, ça va se Mhm. démasquer seulement au moment où on va arrêter la pilule. Et c'est au moment où on va arrêter la pilule bah, qu'on va découvrir malheureusement qu'il y a une insuffisance ovarienne prématurée, ou il y a un hypogonadisme, ou autre chose, parce que ce sont des fausses règles. Et donc, ça peut donner une fausse perception de l'impression qu'on continue à avoir une fertilité, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Oui, ça c'est aussi un point intéressant, Nathalie, c'est-à-dire que avoir ces règles, c'est pas forcément un signe d'un fonctionnement normal ou d'une possible fertilité, puisque on sait aussi qu'il peut y avoir des problématiques aussi plus génétiques, par exemple sur les embryons. Et donc on peut avoir un cycle normal, mais finalement l'embryon, enfin pas l'embryon d'ailleurs, excuse-moi, l'ovocyte, et ben, il est pas trop fonctionnel. Donc, mais bon, là on va rentrer, on Non, non, s'éloigne un mais peu des bilans de non, fertilité. non, mais c'est tout à fait juste, hein. Je pense que ce que tu dis est vraiment très important, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement une déconnexion entre les règles et la capacité à faire un bébé. La Hmm. femme, en réalité, elle va avoir ses règles jusqu'au moment où elle va être ménopausée ou en périménopause. Mais on sait que quand ça arrive, eh bien, il y a déjà 5 à 10 ans d'infertilité préalable, c'est-à-dire avec des chances de conception qui sont vraiment très faibles. Donc, c'est pas parce que voilà, le fait d'avoir les règles, ça veut juste dire qu'on ovule. Ça veut pas dire que la qualité de l'ovulation elle est bonne et qu'elle est apte pour une conception. Et effectivement, les anomalies génétiques des ovocytes, elles augmentent de manière très importante. C'est ce qui fait qu'il y a plus de risques de fausse couche aussi avec l'âge, plus de risques de trisomie 21, etc., etc. C'est vrai que le tabou qui persiste quand même en France sur la ménopause ne permet pas de diffuser ces informations-là. Bon, non. On fera quelque chose sur sur la ménopause une Oui, autre mais c'est fois, très mais intéressant parce que, en fait, en réalité, on réalise. Alors, c'est vrai qu'on sort un peu là, mais je pense que c'est quand même important parce qu'on a des femmes avec nous. C'est qu'il y a toute une période qui est méconnue
des femmes et des professionnels, c'est-à-dire que la ménopause, ça signe l'arrêt. On n'a plus les Mm. règles, etc., tout ça, et là, le diagnostic est posé. Mais en réalité, on a un dysfonctionnement hormonal qui va être présent 5 à 10 ans avant, avec tout un tas de symptômes qui vont arriver très progressivement, et donc on va intégrer comme pensant que c'est normal. Et puis finalement, bah non, en fait, en réalité, c'est pas normal, et on se rend compte qu'à ce moment-là, si c'est pris en charge, bah, on n'a plus de problème pour dormir, on n'a plus de sécheresse vaginale, on retrouve un peu de libido, et j'en Mm. passe. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, il y a une question sur l'AMH. Est-ce que l'AMH peut varier d'un mois à l'autre, et être basse à un moment et augmenter le mois suivant? C'est vrai que ça, c'est une angoisse que les femmes ont aussi. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les hormones, c'est pas que la MH. En réalité, quand on donne un taux, on ne devrait pas tellement donner un taux, on devrait donner un créneau parce que les méthodes de dosage, elles sont assez imprécises. Donc, par exemple, si on vous donne un taux à 1, bah, ça veut dire que votre taux, il est entre 0,8 et 1,2. Et donc, si vous répétez en fait plusieurs mois d'affilée, ben, vous allez osciller entre 0,8 et 1,2. Donc, vous pouvez avoir l'impression que ça monte ou que ça descend, alors Mm. que globalement, le taux, il est pareil. Et donc après, on sait qu'il y a une petite variation significative dans le cycle. Il y a des moments où elle est un peu plus haute, mais en réalité, c'est que quelques petits pourcentages et ça va pas franchement changer, pardon. Donc l'AMH, on peut la répéter, mais il faut pas, voilà, il faut rester prudent sur voilà, l'estimation des modifications. Et donc tout à l'heure, on a parlé de la contraception qui baisse l'AMH, mais il y a aussi tout, en fait, l'AMH ne va bien être sécrétée que si le fonctionnement cérébral se fait bien, en particulier au niveau de l'hypophyse. Et Mm. par exemple, dans des situations de grand stress ou de troubles alimentaires ou d'autres choses, eh bien, il va y avoir une influence sur l'hypophyse qui va freiner la production d'AMH. Donc, on va pouvoir avoir ben, des phases où l'AMH, elle va, vous voyez, faire un peu comme ça des montées et des descentes, sans qu'en réalité, la réserve des ovaires, elle ne change pas. C'est Mm. juste le Mm. marqueur qu'on a qui, lui, va avoir cette variabilité. Donc, c'est important. Si on vous dit que vous avez un taux d'AMH bas, ne pas s'inquiéter. D'abord, il faut le recontrôler, il faut vérifier les conditions, il faut vérifier avec les autres hormones, parce que les hormones, elles sont toutes un peu connectées les unes aux autres, donc on ne peut pas juste en regarder une comme ça. Oui, mais toi, tu as ta casquette d'endocrinologue, hein, et c'est vrai que c'est un. Je sais pas s'il y a beaucoup de professionnels qui ont cette formation complémentaire, parce que quand même, on sait que les hormones, elles ont un impact global sur la santé. Tout à fait. Et là, je te rejoins. Je pense qu'il y a certainement un manque de formation des professionnels, en particulier généralistes, et même chez les spécialistes, parce que la plupart des gens qui font de la reproduction, ce sont des gynécologues obstétriciens. Donc, on leur a appris toute la mécanique du corps féminin et de la maternité, etc., tout ça, mais beaucoup moins la mécanique hormonale. Et c'est vrai que bah, parfois, quand on est très inquiet, il ne faut pas hésiter à demander un deuxième avis sur des personnes qui vont être plus spécialisées en endocrinologie de la reproduction. Mm. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut faire le fertilité check-up en ayant une contraception? Là, en l'occurrence, c'est un stérilet. Oui, alors le fait d'avoir le stérilet, ça n'impacte pas du tout bah, justement la réserve ovarienne, c'est l'avantage sur cette contraception. Et on peut tout à fait faire l'échographie et également le test avec la petite mousse. Donc on le fait régulièrement, donc c'est pas un problème. Donc, et c'est vrai que c'est un avantage de pouvoir faire ce test aussi sans arrêter sa contraception. Et donc, on peut également faire ce test si on est sous contraception hormonale. La seule chose, comme je vous ai dit, c'est que comme on sait que la contraception hormonale va baisser la réserve, on est très prudent dans l'interprétation. Et donc, si la réserve, elle est vraiment bien et qu'elle est bien sous pilule, bah, aucun problème. Par contre, si elle est un peu basse et qu'il y a une inquiétude particulière, eh bien, dans ces cas-là, on peut proposer un arrêt de la pilule 3 mois pour réévaluer à ce moment-là. On va avec une autre protection, évidemment, parce qu'une grossesse indésirée est toujours une grossesse non désirée. Mm. Alors moi, j'avais une question sur est-ce qu'on peut booster la fertilité? Parce qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux des propositions plus ou moins, enfin, plutôt commerciales qu'autre chose, en incitant et en disant aux femmes qu'elles ont la capacité de booster leur fertilité. Et il y a une question qui rejoint un peu ça, c'est est-ce qu'on peut améliorer la qualité des ovocytes? Donc, je trouvais que les deux questions se rejoignaient. Oui, oui, effectivement, les deux questions se rejoignent. Je crois qu'en fait, il y a pas de solution miracle.
Ce qu'il y a, c'est il y a des moyens en fait de limiter. Enfin, il y a des moyens d'avoir la meilleure hygiène de vie possible pour favoriser une bonne santé et donc une bonne qualité des ovocytes. Et donc, c'est pas sorcier en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un coach fertilité pour ça ou d'avoir je sais pas, des menus très particuliers. C'est ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, hein. C'est vraiment recommandé zéro l'alcool comme la cigarette quand on est en projet bébé. Avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne activité physique. Bon, en fait, c'est pas sorcier. Il faut l'appliquer et il n'y a pas de miracle. Et donc, booster soi-même sa fertilité, c'est tout simplement se mettre dans les meilleures conditions d'une bonne santé en réalité. Et après, tous les autres trucs, bon, ben, que je vous ai dit tout à l'heure, les hormones de l'ovulation, ben, elles sont sous le contrôle du cerveau. Ben, évidemment, si vous êtes plutôt du genre stressé, angoissé, etc., bon, bah, travaillez sur vous à travers le corps, en sophrologie ou autre, la méditation, le yoga. Ça va être des choses qui vont être favorables, mais je dirais qu'il n'y a pas de solution magique. Il faut voilà, juste du bon sens, en fait. Mm. Oui, et quand on a une qualité ovocytaire qui est vraiment dégradée, il y a, au-delà des seuls facteurs de risque de mode de vie et tout ça, on peut pas, à l'heure actuelle, on peut pas prendre un ovocyte qui est complètement dysfonctionnel et le rendre super ovocyte. Bon, il y a eu des études là chez les Espagnols à un moment donné avec mais je crois que, Les enfin, c'est des transferts de injections. Ouais. mitochondries ou ce genre de choses, oui. Enfin, pour Oui, mais l'instant, bon, c'est c'est de la toujours vraiment recherche. de l'ordre de la recherche. Donc après, il y a plein de boîtes qui vendent pardon, excuse-moi, des compléments alimentaires, des antioxydants, etc. Tout ça. Je crois qu'il faut être très prudent sur ça parce qu'il peut y avoir effectivement des déséquilibres dans les stress oxydatifs. La première chose, c'est que si vous avez une bonne alimentation bien équilibrée, ben, ça a moins de chances d'arriver. Et après, surtout, c'est que si vous prenez les mauvais antioxydants, en fait, vous pouvez avoir un effet tout à fait inverse. Donc ça, c'est vraiment des choses qui doivent se faire avec des bilans très spécialisés et des personnes très spécialisées. C'est un peu comme tout à l'heure, tu me parlais des hormones et de la reproduction. Ben, c'est un peu pareil. Il y a très peu de personnes qui sont vraiment spécialisées dans ce qui est le stress oxydatif. Et donc, il faut être très vigilant parce qu'en pensant bien faire et en accumulant, par exemple, les compléments alimentaires, ben, on peut faire tout l'inverse de ce qu'on veut. Donc, voilà, il faut rester prudent. Et donc, le meilleur truc pour la qualité des ovocytes, c'est voilà, une bonne hygiène de vie. Et après, ben, l'âge, malheureusement, on n'a pas de solution miracle aujourd'hui pour lutter contre la diminution de la qualité génétique liée à l'âge. Alors, il y a une autre question. Si on a une pathologie gynécologique déjà connue, le SOPK ou l'endométriose, est-ce que le fertilité check-up peut être intéressant ou est-ce que les examens déjà réalisés sont suffisants? Ah bah alors, s'il y a une pathologie, je pense que en soi, c'est suffisant pour consulter quand il y a un projet bébé sans forcément faire un check-up, puisque de toute façon, le bilan, il sera complété par le médecin. C'est-à-dire, bah, si on vous a diagnostiqué un SOPK, ben, ça n'empêchera pas qu'on teste vos trompes, enfin, dans certaines conditions, etc. Tout ça. Et puis, inversement, si on vous a diagnostiqué de l'endométriose, eh bien, il faudra quand même tester votre ovulation et puis vos trompes aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en endométriose qu'il faut forcément faire une FIV que la fertilité naturelle est possible aussi. Donc, s'il y a une pathologie, à mon sens, il y a une indication à consulter tout de suite quand il y a un projet bébé, sans attendre, et c'est à ce moment-là le bilan sera complété par le médecin. Alors, il y a une question simple et une un peu plus complexe. Donc, la question simple, c'est quel complément alimentaire choisir? Moi, je pense il faut en parler avec un médecin spécialisé qui va voir en fonction de notre profil et de la nécessité ou pas de prendre ces compléments. Mais on peut Il y a pas. deux choses recommandées, et seulement deux choses qui sont recommandées aujourd'hui. C'est un, la supplémentation en vitamine D, parce qu'en France, on est tous carencés. Et deux, c'est le complément acide folique, vitamine B9, parce que bah, c'est pareil, il y a beaucoup de carences et que c'est pour prévenir le spina bifida, le fait que le tube neural pour le bébé se ferme pas bien et que la moelle épinière elle soit à l'air libre. C'est les deux seules recommandations qui existent en réalité et qui sont prescrites en préconceptionnel.
Après, en tant que professionnel de la reproduction, on a été habitué à donner des compléments alimentaires qui sont déjà tout package et qui sont, je dirais, un peu, qui sont vendus dans les pharmacies, etc., qui ont des gros réseaux. Donc il y en a plusieurs. Et à l'intérieur, il y a d'autres vitamines, il y a du zinc, il y a du fer, etc., tout ça. Et donc, en réalité, ça ne remplace pas une bonne hygiène de vie. Donc, ça peut éventuellement être complémentaire. Alors après, quand on a des régimes particuliers, par exemple comme si on est vegan, bon, il y a d'autres supplémentations à avoir en vitamine B12. Mais effectivement, dans ces cas-là, si vraiment on a un moindre doute, il vaut mieux consulter un micronutritionniste. Alors moi, pendant longtemps, parce qu'en fait, en tant que médecin, on n'est pas du tout formé à la micronutrition. On est formé à la nutrition de base, c'est un peu la nutrition de papa, je dirais, alors que la nutrition a beaucoup évolué aujourd'hui, et en particulier tout ce qui est autour de la micronutrition, c'est-à-dire les micronutriments, c'est justement ces petites choses, le fer, le zinc, etc., tout ça. Et il faut dire que, pour être très honnête, en tant que médecin, on n'a pas du tout été formé. Par contre, il y a des gens qui sont formés à ça en micronutrition. Et en réalité, en fonction des interrogatoires donc assez poussés sur ce que vous mangez, ces personnes qui connaissent très bien peuvent identifier des endroits où il peut y avoir des carences et à ce moment-là faire des dosages pour vous donner spécifiquement les compléments alimentaires dont vous auriez besoin. Si par exemple, je sais pas, par exemple, si vous manquez un peu de vitamine K, et que vous détestez le chou, parce que le Mm. vitamine K, on la trouve dans le chou. Mais bon, c'est comme ça, vous détestez le chou. Et ben dans ces cas-là, ça peut être intéressant de prendre un petit complément. Mais vous voyez, c'est très ciblé. Et donc, en fait, D'accord. en réalité, c'est hyper personnalisé. Voilà, Mm, mm, mm. donc je pense qu'il y a des... Voilà, pendant longtemps, moi, j'ai pensé que la micronutrition, c'était un truc un peu... voilà. Mais en fait, je pense que ça peut être intéressant. Donc, en fait, il faut voir des gens qui sont vraiment spécialisés et qui connaissent bien leur sujet. Ok, alors là, il y a une question que je trouve technique, c'est comment, concernant la réserve ovarienne, quid de la différence entre la réserve ovarienne apparente AMH, CFA correct, et la réserve ovarienne effective, c'est-à-dire le nombre d'ovocytes qu'on va ponctionner. Et il peut y avoir des fois un gros décalage. Oui, alors c'est une excellente question. Donc en fait, Ok. en réalité, on va parler de trois réserves différentes. La vraie réserve, en réalité, c'est le stock total des ovocytes qui reste dans l'ovaire. Et ça, on ne le connaît pas. Hmm. Vraiment, on ne le connaît pas. Par contre, il y a des analyses qui ont été faites avec des gens qui ont coupé des ovaires de femmes et qui ont compté combien il y avait effectivement cette réserve et qui ont regardé les marqueurs et qui ont vu qu'il y avait globalement une corrélation entre ce qui est présent au début du cycle, donc soit à l'échographie avec les petits follicules qu'on voit, qui s'appellent les follicules anthro. Alors, c'est pas qu'ils sont anthro, qu'il y en a trop, c'est Hmm. anthro, A-N-T-R-A-U-X, c'est parce qu'ils ont une cavité antrale. La cavité antrale, c'est un peu de liquide, et du coup, comme il y a un peu de liquide, on va les voir à l'échographie, sinon on peut pas les voir. Et donc, il y a une corrélation entre le nombre de ce petit follicule antral et le taux d'AMH, parce que c'est eux qui sécrètent l'AMH, et la réserve globale. Mais c'est qu'une corrélation, on ne sait jamais combien il en reste complètement dans l'ovaire. Et donc ça, c'est un potentiel qu'on a au début du cycle. Et il y a ce qui va pouvoir répondre à la stimulation ovarienne et ce qui va être ponctionné en FIV. Et donc, le fait que ces petits follicules répondent à la stimulation, ça va dépendre de ce qu'on appelle la sensibilité à la FSH et de la dose de FSH. Donc, c'est pour ça qu'on peut en avoir plein qui sont pas sensibles et qui vont pas répondre. Et donc, on va se retrouver avec une petite réponse. Et on aura beau parfois monter la dose et ça marchera pas pour autant parce qu'il faut peut-être changer les produits, voir des choses différemment. Alors qu'il y a des femmes, on va en avoir peu, mais ils vont tous pousser parce qu'ils auront une bonne sensibilité à la l'AMH. Donc il y a le stock complet qui est la vraie réserve ovarienne, ça là on la connaît jamais. Il y a ce qu'on appelle les marqueurs de la réserve ovarienne, ce qu'on peut analyser, donc c'est-à-dire l'échographie et le taux d'AMH. Et il y a la réponse ovarienne, c'est-à-dire le nombre d'ovocytes qu'on obtient quand on fait la stimulation ovarienne. Donc c'est vrai que c'est trois choses qui sont effectivement pas forcément complètement corrélées. Oui, donc on peut voir à l'échographie des follicules, un certain nombre de follicules, et finalement, quand on fait la ponction, on n'aura pas forcément autant d'ovocytes qu'on avait vu de follicules, c'est ça? Exactement. Et là, si on parle des follicules qu'on voit juste avant la ponction, et donc effectivement, en fait, le follicule, c'est une poche de liquide dans lequel il y a l'ovocyte. Et donc, quand on va faire la ponction, en fait, on va, avec notre aiguille, hop, on va piquer le follicule, et puis on va aspirer le liquide en espérant qu'on aspire l'ovocyte en même temps.
mais c'est un geste qui est très imparfait. Et donc, le taux, ce qu'on appelle le taux de récupération n'est pas de 100%. C'est-à-dire, il peut y avoir des follicules qui sont Mm. vides, ou il peut y avoir des follicules où, bah, finalement, quand on fait l'aspiration, on perd l'ovocyte. Et il y a certaines femmes, même, qui ont deux ovocytes dans le même follicule. Ah Et je oui? ne pensais pas que ça existait. Et j'ai eu, comme ça, deux, trois patientes où, effectivement, on s'en rend compte parce qu'il y a très peu de follicules, très peu de follicules sur l'ovaire. Et on a Mhm. systématiquement le double. Donc, Ah oui. comme ça, j'ai le souvenir d'une patiente. Et c'était pas qu'une fois. Donc là, il y a une fois, elle avait fait trois follicules, j'avais récupéré six ovocytes. Je me suis dit, tiens. Mhm. Et une fois, effectivement, elle avait eu quatre et j'avais récupéré sept ovocytes. Donc, c'est possible. C'est plus rare, hein. D'accord. Alors, ça sera la dernière question. Et donc, quel est l'impact des maladies auto-immunes type polyarthrite, rhumatoïde, sur la fertilité et sur la qualité des ovocytes? Mm, mm. C'est une très bonne question parce qu'a priori, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire que les personnes qui ont des maladies auto-immunes ont les mêmes chances de concevoir que les autres personnes. Par contre, il peut y avoir un impact des traitements que prennent ces personnes sur la fertilité. Donc, dans ces D'accord. cas-là, il faut vraiment avoir un avis spécialisé. Ça peut dépendre aussi des maladies auto-immunes. Et donc, c'est vrai que c'est un peu complexe à comprendre parce que, en fait, le processus d'implantation, c'est vraiment un processus immunitaire. Et pour les femmes qui ont des échecs d'implantation, on va aller rechercher justement s'il y a des problèmes d'immunité, Mhm. etc. et rechercher ce type de maladie. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels, très, très spécifiques. Bah, merci Nathalie. Alors, je rappelle Merci. qu'il y a le livre que vous pouvez retrouver en librairie ou sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense qu'il y a toutes les informations. Et puis, Amazon, la Fnac. et puis donc ça, c'est aussi, ça fait partie du fertilité, des bilans de fertilité, de l'information, de la sensibilisation. Donc voilà, c'est un petit flyer qu'on a réalisé, qu'on trouve aussi sous forme d'affiche et qui essaye d'apporter une information de base, mais nécessaire sur la fertilité. Exactement, et on l'a même fait sur Insta avec des petites vidéos pour Oui, c'est chaque vrai. vignette. Et c'est en train de sortir. Mm. Bah, je vous remercie. Je remercie les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et puis, je te remercie, Nathalie. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Virginie. Bonne soirée à tous. Au revoir.